Bien, donc je disais, voilà, on est avec le docteur Ali Kouba aujourd'hui. On le connaît, Ali Kouba, c'est un de nos plus brillants intellectuels ici en France. C'est un écrivain, c'est un essayiste, à son œuvre plusieurs livres déjà. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir l'écrivain, nous allons recevoir le chef de parti, Ougouta Tossa. Voilà, donc première chose d'abord, Monsieur Ali Kouba, ce qu'on veut savoir rapidement comme ça, qu'est-ce qui vous a amené à la politique? Eh bien, je dirais que d'abord, cher Nidal, j'aimerais souhaiter bon Ramadan à tout le monde, à tous les Djiboutiens, à vous, à tous les auditeurs. Concernant les événements qui m'ont conduit à faire de la politique, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes. Premièrement, il faut que je vous dise que moi je suis né donc à Aïri, dans un petit hameau qui est à l'intersection de Verina et de Mabla. Et je me souviens que lorsque j'étais petit, il y avait une histoire familiale que mon père répétait très souvent. Et alors, il me racontait souvent que quand il vivait à Obok, il a été jeté en prison et c'était la faute du sultan de Rahaïta. Mais en réalité, j'ai appris plus tard que c'était l'administration du district de Tajoura Obok qui avait mis en place entre 1942 et 1900. Nidal, excuse-moi, Nidal. Oui, je t'écoute, et puis je vois que Ali Kouba Junior est remonté. Voilà. Maintenant, voilà Nidal. Est-ce que tu m'entends, Nidal? Oui, très très bien, il n'y a pas de souci, allez, vas-y. Donc, très bien. Donc, en fait, je vais commencer par l'histoire de mon père, et qui a été emprisonné entre 1942 ou 1941, je ne sais pas la date exacte, à Obok. Et lui, il était persuadé que le sultan de Rahaïto, qui était vendu à l'administration française, qui avait suscité son emprisonnement. Or, il faut savoir qu'entre 1941 et 1944, on peut parler des années noires de la colonisation française à Djibouti, notamment dans le sultanat Afar. Or, en même temps, entre 1941 et 1944, il faut savoir que le sultan de Rahaïto était interdit de circuler dans son sultanat et de lever les impôts sur ces sujets. Donc, c'est un événement qui m'a, disons, pas tellement marqué, mais en tout cas, chez moi, mon père disait souvent, en tout cas il estimait que à Djibouti, le problème ne provenait pas non pas de l'administration française, mais des sultanats Afar, et notamment des sultans qui n'étaient pas capables d'apporter le progrès et le développement aux Afar. Donc, vous voyez, tu n'es pas un peu trop sévère là avec eux, Ali, parce que là, à l'époque, on était quand même sous domination française, on était colonisé. Est-ce qu'il avait d'autres moyens, lui, pour lutter? C'est exact. Vous voyez, non, en fait, mon père n'était pas conscient de la domination coloniale, et ça allait être le cas de beaucoup de Djiboutiens, en tout cas dans le nord du pays. Comme ils n'étaient pas touchés dans leur région clanique par la domination coloniale, donc eux, ils pensaient toujours que c'était par le biais des sultans Afar que les Afars étaient maltraités, exploités. Voilà. Premièrement, donc, cette aventure m'a marqué à la maison parce que c'était vraiment son dada, il ne parlait que de ça. Ensuite, moi, j'étais au collège en 1975 et 76 à Tajoura. Et là, il y avait toute une génération de jeunes, surtout de l'âge de mon grand frère, qui s'appelle Nouho, qui étaient des activistes très agités. Et donc lorsque mon frère aîné venait à la maison, en fait, il ne parlait que de la politique et il ne parlait que de son activisme anticolonial français. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième événement qui m'a également beaucoup marqué.
Mais il faut dire également que lorsque j'étais en 4e à Tajoura et en 3e, j'ai manifesté bien sûr contre les sympathisants d'Ali-Aref. J'ai fait partie des gens qui ont jeté les pierres contre les partisans d'Ali-Aref Bourhan, par exemple. Et en 1976-77, surtout à la fin de 1976, j'étais un sympathisant du mouvement populaire des libérations MPL. Mais je dois dire qu'il n'y ai jamais adhéré. À l'époque, je dois dire que je n'avais pas assez de culture politique pour prendre parti d'une manière critique et raisonnée. Donc, ce sont les deux événements qui m'ont marqué durant mon enfance et un peu mon adolescence. D'accord, passons à la vie universitaire et voilà. Retour à Djibouti après des études universitaires réussies. Et là, vous commencez à travailler dans une banque. Dans une banque. Mais il faut que je vous dise vraiment les événements qui m'ont emmené à faire de la politique, à m'intéresser à la politique et à faire ce qu'on appelle l'engagement politique. C'est en fait à Reims, durant mes études universitaires, c'est par le biais des livres que je me suis véritablement intéressé à la politique, moi, d'abord. C'était en 1982, et 82-83, et je commençais à lire des ouvrages de Frantz Fanon, d'Aimé Césaire. C'était une relecture d'Aimé Césaire que je faisais. Aimé Césaire, donc Frantz Fanon et Karl Marx. Voilà, ce sont ces ouvrages vraiment qui m'ont permis d'acquérir ce qu'on appelle un bagage intellectuel. Donc, comme tu disais, je suis arrivé en 1986 à Djibouti, et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate la somalisation effrénée de la société djiboutienne. Je suis vraiment frappé par la somalisation politique, culturelle, économique, sociale. Par exemple, c'est un peu anecdotique, mais je crois que ça, c'est un fait vraiment qui n'arrêtait pas de me choquer. Par exemple, quand j'étais dans mon bureau, donc il y a un Somali qui est entré dans mon bureau, et il me parlait automatiquement en Somalie. Donc, je ne sais pas, mais à l'époque, cela me titillait, cela me frustrait. Mais il faut dire que la somalisation qui faisait le plus de mal aux Djiboutiens, ce n'était pas ça du tout. Donc, c'est le fait d'abord que dans l'administration française, il n'y avait quasiment plus d'Afars, plus d'Arabes, plus de Gadaboursi. Du moins, le Somalie avait perdu du terrain dans la fonction publique, civile et militaire. Il n'y avait quasiment plus d'Arabes dans l'armée. Alors que mon frère me racontait que quand il était militaire français dans l'armée à Djibouti, il me disait quasiment, je ne dirais pas un quart, mais pas moins d'un quart étaient des sous-officiers d'origine arabe, Gadaboursi et Isaac. Disons, presque, je dirais, pas la moitié. Mais en tout cas, une bonne partie était constituée d'Arabes, de Gadaboursi et d'Isaac. Et quelques années après l'indépendance, quand je suis revenu, il n'y avait quasiment plus d'Arabes dans l'armée. Dans l'armée, la police et la gendarmerie, par exemple. Ça, ok. Là, c'est là où on assiste donc au début, on va dire, de la tribalisation du régime Goulet de l'époque. En fait, moi, je le pensais parce que c'est en 1986 que je découvre cela. Mais Abdallah Kamil dit clairement dans une émission qui s'appelle Gros Plan et qui a été donc projetée pour le 30e anniversaire de l'indépendance de Djibouti que la somalisation de l'armée a commencé en 1977. Donc, il disait que lorsque Hassan Gouled l'a appelé pour devenir Premier ministre en 1978, je crois, eh bien, il avait posé une condition pour devenir Premier ministre, c'était notamment de rééquilibrer un peu l'armée en faveur de la communauté afar. Donc, en fait, c'est moi qui découvrais en 1986 la tribalisation poussée à outrance de la société djiboutienne. Voilà. D'accord. Et puis après, on va dire, après ce début de contact avec la réalité à Djibouti, c'est là où il y a eu l'idée de créer Ougouteto, ça? Non, pas du tout. Non. En fait, à ce moment-là, j'ai créé une organisation clandestine avec mes amis, mais c'était une organisation composée uniquement d'universitaires. Donc, on était à peu près une trentaine, on faisait des réunions,
Et c'est ainsi qu'à un moment donné... Alors, Ali, je me permettrai là de vous arrêter. Vous étiez une trentaine et autres. Pour que l'on comprenne et pour que l'on soit entièrement d'accord sur tous les points, est-ce que c'était uniquement des intellectuels Afar qui ont composé ce groupe-là? Exactement, que des intellectuels Afar. À ce moment-là, parce que, en fait, en 1986, d'ailleurs, ce phénomène allait durer jusqu'en 2013, hein, à un moment donné. Et donc, à l'époque, c'était le régime du parti unique qui dominait le pays. Et il était interdit de se réunir, il était interdit d'écrire des tracts. Et donc, la liberté d'expression n'existait pas, comme tu le sais. Donc, tout se faisait dans la clandestinité. À ce moment, donc, c'est moi qui ai eu l'idée de créer cette organisation. Cette organisation, pourquoi en réalité cette organisation n'acceptait pas les idées défendues à l'époque par Dr Abaté et les anciens du FDLD. Parce qu'à un moment donné, ils nous avaient fait des réunions. Et partant de là, notre association clandestine voulait proposer une approche autre que l'approche qui consistait à dire il faut que les affaires s'engagent dans l'économie, il faut que les affaires aient un pouvoir financier également, un pouvoir économique, pour pouvoir contrer la dictature. Donc, jusqu'en 1990, donc, nous travaillions dans la clandestinité. C'est à ce moment que j'ai écrit un tract qui m'a donc occasionné l'emprisonnement et la torture. Voilà. Voilà, donc là, par la suite, vous revenez ici en France. Oui. Vous continuez votre vie, vous devenez docteur, vous êtes docteur en histoire, si je ne me trompe pas. Oui, oui, en histoire contemporaine. Et donc par la suite, vous continuez à vous intéresser évidemment à la vie politique menée à Djibouti. Et là, Ougouta Tossa, je me permets de relancer encore un tout petit peu. J'avais marqué pour vous annoncer sur cette radio que vous étiez quelqu'un de très discret, et vous l'êtes. Et donc on n'entend pas parler souvent de Monsieur Ali Kouba, à part qu'à chaque fois que Monsieur Ali Kouba envoie un article et autres ça enflamme à la fois la toile et puis certainement aussi tous les esprits à Djibouti. Donc vous êtes quelqu'un qui comptait beaucoup au niveau de cette société. Par contre, et là on va rentrer dans le vif du sujet, si vous permettez, Monsieur Ali Kouba. Justement, ce que l'on vous reproche, c'est que Monsieur Ali Kouba est non pas djiboutien mais Afar d'abord. Oui, mais d'accord. Et donc, à ce niveau-là, qu'avez-vous à nous répondre? Est-ce que la solution, ou du moins, je vais poser la question autrement, d'après vous, la solution est-elle uniquement Afar? Non. Alors, premièrement, si vous me dites il est plutôt Afar que djiboutien, disons que je suis les deux. Forcément, surtout dans la situation actuelle où la marginalisation de la communauté Afar est véritablement le fondement de la politique menée par le régime actuel. D'accord? Mais en ce qui concerne mon approche, je crois que j'écris des livres depuis maintenant 1993. Et je n'ai jamais arrêté de publier des articles. Je suis présent sur les réseaux sociaux comme tous les Djiboutiens le savent. Mais il faut dire que c'est mon premier livre qui a suscité une réaction de rejet de la part de la communauté Issa vis-à-vis de moi, lorsque j'ai dénoncé la tribalisation de la société djiboutienne. Mais en ce qui me concerne, je crois que tout le monde sait que je lutte pour l'instauration d'un État de droit à Djibouti. J'aimerais que demain, à Djibouti, tous les citoyens, sans distinction ethnique ou clanique, jouissent des mêmes droits dans notre pays, des mêmes droits politiques. Mais je sais que c'est vrai que beaucoup de Djiboutiens me reprochent d'avoir une approche radicale, Afar. Mais absolument. Oui, mais c'est tout simplement parce que ce régime, il est né sur la négation des droits de la communauté Afar. D'ailleurs, c'est une logique qui est propre aux dictatures, à toutes les dictatures qui existent en ce monde. Une dictature a besoin d'avoir un bouc émissaire, une communauté bouc émissaire, pour souder ses partisans. Donc, à Djibouti, le régime de Hassan Gouled et d'Ismaël Omar Guelleh a choisi de poser
de faire jouer ce rôle par les communautés afars. C'est la communauté qui a été la plus torturée, dont les membres ont été les plus torturés. C'est la communauté dont les femmes ont été violées. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu que des femmes somalies ont été violées à Djibouti, ni des femmes arabes. Vous voyez, ensuite, c'est la communauté, compte tenu de leur poids démographique, est la plus marginalisée. Mais je ne veux pas dire que les autres ne sont pas marginalisés, mais toute proportion gardée, aucune communauté djiboutienne autre que la communauté afar n'est aussi brimée à Djibouti. Voilà. C'est pour ça, en fait, que je mets en avant la nécessité de mobiliser cette communauté, puisque c'est cette communauté qui pourrait faire le plus d'efforts, puisque la plus opprimée, pour nous conduire à la démocratisation de la société djiboutienne. D'accord, d'accord, non, pas vraiment. Ce que je voulais vous dire, Monsieur Ali, c'est que chaque communauté a reçu son lot de coups durs. Chaque communauté a reçu son lot d'injustice. Quand je vois, et vous l'avez si bien remarqué, la communauté arabe, par exemple, a complètement disparu, a été complètement rayée, complètement niée. Pas marginalisée, mais là, à la limite, c'est la seule communauté qui a vu quand même ses membres refoulés jusqu'au Yémen, parce que un de ses membres a décidé un jour de dire non, qu'il n'était pas d'accord, ou en tout cas d'aller et puis de témoigner contre le président. Là, ce qui s'est passé, c'est que c'est toute sa famille qui a été refoulée au Yémen. Je rappelle que c'était une communauté arabe, mais bien ancrée à Djibouti. Donc, cette façon de hiérarchiser les souffrances, de hiérarchiser les frustrations, ne fait-elle pas de vous, justement, quelqu'un qui peut paraître radical? Pourquoi ne pas dire, voilà, c'est toute la communauté djiboutienne qui souffre? Non. Toute la communauté djiboutienne souffre, mais les souffrances ne sont pas les mêmes. Mais, excusez-moi quand même, quand il y a quelques Arabes opposants qui sont brimés radicalement, traités d'une manière radicale, ce n'est pas la même chose de torturer des centaines de personnes, que de violer des centaines de femmes et de tuer d'une manière sommaire, d'exécuter d'une manière sommaire aussi des centaines d'hommes. Il n'y a que dans la société afar où le régime est allé aussi loin. C'est tout simplement. Mais attention également, ces marginalisations dont je vous parle, c'est vrai que toutes les communautés ont subi les brimades et les violences politiques de la dictature. Mais l'histoire des Arabes, il faut aussi le comprendre. Je crois que les Djiboutiens ne sont même pas au courant de cela. Alors, je vais vous dire en quelques mots rapidement. Quel est le processus de marginalisation qui a emmené les Arabes à quitter complètement la scène politique? C'est en 1950, c'est l'administration coloniale française qui a décidé de minorer la place auparavant occupée par les Arabes sur la scène politique djiboutienne, tout simplement. C'est également l'administration française qui a fait en sorte que les Issac et les Guédeboursi n'aient plus la prédominance politique qu'ils avaient auparavant. Donc c'est un long processus datant de 1950, non, allant plutôt de 1950 à 1977, et ça a été accentué en 1967, qui a emmené les Arabes, qui a emmené à la marginalisation politique des Arabes. La dictature en place a ajouté la marginalisation économique, tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même démarche. La même marginalisation que connaissent les Arabes. Alors, je m'excuse là aussi, c'est juste je rebondis un peu sur ce que vous êtes en train de dire. Bon, on va dire, pour résumer, que toutes les communautés ont été touchées. Oui. Maintenant, que propose Monsieur Ali Kouba, président de Ougouta Tossa, pour sortir de ça? On sait qu'il y a bientôt, par exemple, des élections en 2016. Il y a l'USN qui est en train de se battre. L'USN sera-t-elle la solution? Je ne sais pas. Je ne vous pose pas d'ailleurs la question, mais plutôt que propose Ougouta Tossa pour sortir rapidement quand même de cette dictature? Eh bien, je crois que... Non, mais il fallait me poser la question sur le SN à mon avis, mais concernant Ougouta Tossa, il faut dire que maintenant, notre parti Ougouta Tossa
fait partie intégrante de l'ARD. Donc l'ARD est membre de l'USN. Donc en quelque sorte, je n'aurais pas rejoint l'ARD si je ne pensais pas que l'USN avait sa place dans la lutte que nous menons contre la dictature. Je crois que moi je dirais aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes de soutenir l'USN, la coalition USN, mais qu'il ne faut pas attendre tout de l'USN. En tout cas, concernant la position de notre... Nous sommes un courant politique maintenant au sein de l'ARD. Alors je dirais que notre souhait est qu'on sorte maintenant de la léthargie politique qu'on voit au niveau de l'USN. Il faut que la société civile, il faut que la jeunesse djiboutienne, il faut que les habitants de l'intérieur se mobilisent eux-mêmes pour combattre ce régime. Et quand je dis combattre ce régime, c'est à la fois combattre le dictateur pour l'empêcher de faire son 4e mandat, mais également le système en place qui, si on le laisse faire, si on le laisse nous étouffer, nous conduira à la 2e guerre civile. Voilà mon point de vue. Mais j'aurais aimé quand même que vous m'interrogiez sur les gens qui m'accusent d'être surtout extrémiste, un radical afar. Parce que oui, mais ça, c'était une de mes questions, justement. Allez, on dit, de toute façon, à chaque fois, je pense que vous avez essayé de nous donner une réponse, je ne sais pas maintenant si elle va satisfaire tout le monde, mais ça, on le dit, que vous êtes, justement, un radical affaire, et que tout ce que vous pensez, c'est uniquement pour les affaires. Tenez, je vais vous donner une petite anecdote. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de discuter avec un ami, et bon, je peux dire que c'est un radical Issa. Il était en train de me dire, mais pourquoi les affaires, ils sont en train de gueuler finalement, puisque la moitié de l'Assemblée est faite d'affaires, des gens du gouvernement, il y a des affaires, des gens très très bien placés dans le gouvernement, il y a des affaires, finalement, ils sont plutôt bien lotis. Non, en fait, je répondrai en 2 parties, d'accord? Premièrement, qu'est-ce que je constatais? Je te disais il y a un instant que je ne me considère pas du tout comme un extrémiste puisque je lutte pour la République de Djibouti, pour que notre pays devienne un état de droit. D'accord? Mais qu'est-ce que je constatais en réalité? La question la plus intéressante est de dire qui sont les gens qui me qualifient d'extrémiste? Et même maintenant, tu viens de me dire que la personne que tu as croisée est plus ou moins, peut être plus ou moins qualifiée de radical Issa. Et alors qu'est-ce que je constatais depuis que je suis dans la vie politique, depuis que j'écris des ouvrages politiques? Eh bien, ce sont souvent les partisans de la dictature et les extrémistes claniques de tout poil, originaires d'Éthiopie et de la Somalie, qui me traitent d'extrémiste. Ce sont les anciens agents de la dictature qui ont changé de maître, mais continuent à alimenter la même haine vis-à-vis des opposants en général, qui me traitent d'extrémiste. Ce sont souvent des gens qui sont venus hier des Dardawa, et qui considèrent que les Arabes, les Gadaboursi et les Issak ne sont pas djiboutiens, qui me traitent d'extrémistes. Ce sont des hommes et des femmes qui ont peur de changement et qui craignent que mes propos radicalisent la communauté Issa contre la dictature, qui me traitent en réalité d'extrémistes. C'est comme ça que je vois les choses en réalité, moi. C'est vrai. Autre chose. Est-ce que c'est quelqu'un comme moi qui dénonce la dictature ou le soi-disant djiboutien qui essaie de défendre sa tribu et son clan, leur crime, qui est extrémiste? C'est moi qui dénonce la torture ou celui qui essaye de faire croire qu'il n'y a jamais eu de torture à Djibouti, qui est extrémiste? C'est moi qui dénonce le viol des femmes affaires ou celui qui fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe à Djibouti, qui est extrémiste? Vous voyez, je peux développer ainsi ces idées. Mais en réalité, moi, je ne prête pas beaucoup oreille à ce genre de critiques. Mais c'est vrai que mon approche, depuis surtout les dernières vidéos que j'ai faites, peut déstabiliser ou susciter la perplexité auprès de certains Djiboutiens. Mais en réalité, j'essaie d'être pragmatique. Je me dis, quelle est la communauté que l'on peut mobiliser facilement, aisément contre le régime? Et je vois que c'est la communauté afar, tout simplement. Et la deuxième partie de ma réponse concernant
les Afars, les Arabes, les Gadaboursi, qui appuient le régime en place, je dirais, concernant les Afars, c'est vraiment une toute petite minorité qui est membre du gouvernement. C'est une toute petite minorité qui forme également une partie aux fonctionnaires djiboutiens. Mais il faut savoir aujourd'hui que Ismaël Omar Guelleh, le dictateur Ismaël Omar Guelleh, est aujourd'hui entouré de sa famille plutôt. Auparavant, il avait noué les alliances avec des clans, pas des clans afars, mais la région du sud, la région de Dikil, à un moment donné la région des Tajoura, à un moment donné la région de Bok, et au niveau des Somalis, il avait également noué des relations avec des clans somalis, mais aujourd'hui, le clan qui l'appuie, qui le soutient, est réduit à sa famille. Oui, tout à fait exact. Voilà. Est-ce que, Nidal, tu as lu le dernier document, le dernier article consacré à Djibouti par Africa Intelligence? J'ai vu, mais j'ai plus vu. Là, je ne comprends Africa Intelligence, Jeune Afrique et autres. Je t'avoue que je ne leur donne pas énormément de crédit non plus. C'est exact. Moi non plus, mais je constate que. Mais ceci dit, tout ce qu'ils ont dit est vrai. Voilà. Ouais, mais dernièrement, l'article. Maintenant, je ne me souviens pas du titre exact, mais c'est Ismaël Omar Guelleh gouverne en famille avec ses enfants. En fait, pour nous, ce n'est pas une nouvelle, d'accord? Mais il n'empêche que maintenant le cercle du pouvoir est entre les mains de la famille et du clan et du sous-clan. C'est même pas le clan Massan, c'est le sous-clan Massan qui dirige le pays. Voilà. Donc, à mon avis, on ne peut pas dire que les Afars profitent du régime. D'accord, allez, attends, je me permets juste de t'interrompre un tout petit peu. Il y a des gens qui essayent de nous joindre au téléphone, c'est juste leur dire, s'il vous plaît, ce n'est pas possible de couper, on n'a qu'une seule ligne téléphonique, et pour l'instant, comme vous le voyez, elle est occupée. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait du bruit, et puis ça nous gêne au niveau de l'interview. Donc, s'il vous plaît, attendez, et dès que Monsieur Ali Kouba ne sera plus sur notre antenne, vous pouvez réagir. Voilà. Cela étant dit, Monsieur Ali Kouba, ça va pas se dérouler évidemment que entre Ali Kouba et Nidal. Il y a deux autres personnes qui vont eux aussi, qui ont envie, qui brûlent d'envie de vous poser des questions. Il s'agit de Monsieur Mohamed Aouled d'un côté, Monsieur Omar Dabal et de l'autre, Monsieur Mohamed Aouled d'abord. Donc je me présente, je m'appelle Mohamed. Donc j'ai lu un peu de tes livres là, surtout le bouquin concernant Ahmadini. Et je suis un peu Ougouta Tossa depuis que sur Facebook que tu as créé. Mais il y a une question que je me demande sur ton parti politique. Parce que j'ai l'impression que depuis le début que tu as créé, j'ai peur que ton parti politique se résume comme celui de Adan Roble, à Ali Kouba et tout seul. Est-ce que ce parti politique pourra au moins faire, dans les 10 années qui arrivent, un parti qui va avancer la cause Afar qui te tient à cœur? Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis la France, il n'y a que toi comme président. Et j'ai l'impression que depuis que je suis au Goutatosa, le truc n'a pas bougé d'un iota. Donc voilà ma question. Eh bien, non mais c'est une très bonne question. En fait, concernant la présidence de Goutatosa, je voulais à plusieurs reprises passer le témoin à quelqu'un, mais ces personnes n'ont pas voulu parce qu'ils disaient ce parti politique, et d'abord c'est un parti politique qui est né à l'extérieur, pour la diaspora djiboutienne, parce que notre programme était en fait très très clair. Nous n'avons jamais voulu, si à un moment donné on a voulu peut-être nourrir l'ambition de légaliser notre parti, mais finalement notre ambition a toujours été de rester un parti destiné à mobiliser la diaspora djiboutienne installée au Canada et en Europe, et de relayer l'opposition djiboutienne légalisée qui n'avait pas la liberté d'expression à l'intérieur du pays. Je sais qu'une fois, Nidal m'avait déjà interrogé sur cette partie, sur le travail que faisait Ougouta en Europe. Donc, premièrement, je n'ai pas pu passer le témoin. Ensuite, notre organisation a toujours pris l'alliance. Vous savez qu'ici, en 2007, nous nous sommes approchés de l'ARD. Donc, nous n'avons pas reçu de réponse très vite, mais cette alliance a failli aboutir rapidement.
Ensuite, nous avons créé ici une sorte de coordination qui a regroupé à un moment donné toute la diaspora politiquement organisée au Canada et en Europe. Et ensuite, il n'y a pas longtemps, en 2014, notre parti est devenu membre de la RD. Donc, la question me concernant devient une question mineure, puisque maintenant, ce n'est pas moi qui suis président d'un parti politique, c'est plutôt, je suis un membre anonyme, bien que je ne le sois pas sur la scène politique djiboutienne, de l'ARD tout simplement. Nous avons un président qui s'appelle Ahmed Youssouf. Et puis il y a le vice-président qui s'appelle Adam Mohamed Abdo. Il y a un deuxième vice-président qui s'appelle Mahdi et Ibrahim God. Voilà, monsieur. Donc la question n'était pas vraiment la question d'actualité pour moi. D'accord, et nous allons passer donc à la question de monsieur Omar Dabale. Assalamu alaikum. Oui, wa alaikum salam. هيا عليكم بقى أنا دونغلو كابو أنمي نمل فيك طبعا كودير لا دونغلو ما بينومي أنا كل أسرو فرنسا فتكون ما هاي كادو ما هاي كلا كمري نانك سهرة دلوي عفرفت كلك أجاردان فراها تو هو أرحيه أو ساكونا بارو اللي تاني نبليه بارو كهتن مقداكي اللي قدها تن اللي تفكونه تنجبو نبليه أساكونا بوزيشن يعني كي أساكونا سلامين كي هي أكورد بيتني أكم تاني نيغوسيشن يعني هي ونبكي نكو إسماعيل أساكونا بارو سلام اللي نسهن إن مقداكيه كادوناي أساكو بوزيشن تو أبي الدليل يعني مكا نبلي باتي تنفوح نبلي هنا ساكونا هاي وأهي من كي تلعوا تكي ما حلي يعني ما قرر أرحت هنا فردينتا كمات واه يعني سنتي تها بارو بدا فوحي بالدليل كهي ما كنت ما حلتا تو كراي نحوي يوا قدقي أي سريه في ركوع ماي نما في كتابنا كودري تما يدونغول ما بيتو يكتهي ما يبيدو ما أبلويتي فيديو محا فرنسا هي عفرت عسبي تو بيننا تمها نهارسي يسيرو قحسا نما هكا أو أي نمتي بنيكي أو أي تولتن أو قبوتها دا تولتن نوجهين وعدنا يساني كل جمع كان النمي محا أدولتا يماتي سنتا كدا قبوتها دلا كدا ورقنا أكلي تو ورق عدنا كي كلام احنا فدين تمكلها عصبة سياسية ناس حسوا ميو نك فدين تما نفل مرك فدين تما يوسين كينو نكي يوسين دل حلبانا ما هنا يوسين ثاني ويني بارتي ثاني ويني كي عمداني تكاي مقال المحا تامسني مرة تكيا جدي ترو بانا فدين تا إسماعيل عمر جل أبحق حكاتك كي نبارو سرماني ألوي تم كين ورسا هنا يا أفر سرماني ألوي تنكيني ورسا أنو تمنى طلب لمي أوي سلاح نكرة يسديني فر سلاح سياسة ما منانو أنو إلا منمي قبوتي هدلا بارهم متى قتل أبوته سنحك إسرتانا ماي تام جنسنا أحرق سولانا ماي هنا يا حق جنسنا أحرق سولانا ما إما يا قب عسى أدولت إدري كلها سلاح العدوين مكر أدولت تمنى أنو طلب لمي Allez, alors merci beaucoup, merci en tout cas pour le temps que tu nous as consacré. Juste, voilà, on est en période de Ramadan et autres. Ali, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner une déclaration d'amour au Issa? Quel serait ton message au Issa qui t'écoute? Je dis bien au Issa qui t'écoute. Allô, Ali? Oui. Oui, donc je te disais, pardon, je t'avais coupé, on n'a plus tellement de temps, là il est bientôt 15h10, ce que je voulais en cette période de Ramadan, c'était, est-ce que tu as un message, ou d'ailleurs plutôt, quel serait plutôt ton message au Issa de Djibouti, au Issa qui t'écoute actuellement, et qui ont entendu dire, encore une fois, que tu étais quelqu'un d'extrémiste. Quel serait ton message à eux, et quel serait ton message pour clôturer l'émission? Eh bien, premièrement, mon message à la communauté Issa de Djibouti est que, en fait, moi, dans mes analyses, il est vrai que je parle des Issa. Il paraît que, auparavant, je parlais du pouvoir Issa, des extrémistes Issa, mais il faut dire que je m'attaque en premier lieu de la dictature en place qui a instrumentalisé la communauté Issa, tout simplement, laquelle est devenue,
aussi une des victimes du régime, mais une victime que le régime utilise comme un moyen. Vous voyez, donc, il faut que, moi je demande aussi ça aussi, de faire un travail intellectuel qui consiste à dire que ce régime, il est mauvais, et ce que dit Ali Kouba, c'est en tout cas, moi je vois comme la vérité. D'accord? Deuxièmement, qu'est-ce que je dirais aux Djiboutiens? Je demande à tous les Djiboutiens de soutenir le combat que mène l'USN pour l'instauration d'un état de droit à Djibouti, bien sûr. J'appelle également le peuple djiboutien, surtout la jeunesse, les étudiants et les chômeurs, à se mobiliser, comment dirais-je, non pas en attendant que l'USN leur indique la voie, mais il faut qu'ils descendent dans la rue et qu'ils demandent le travail et qu'ils demandent la liberté d'expression et qu'ils fassent en sorte, comme la révolution qu'on a vue en Tunisie, à Burkina Faso, en fait, qu'ils provoquent une révolution de rue. Voilà ce que j'aurais aimé. D'accord, merci beaucoup Ali, merci beaucoup. Et puis de toute façon, il y aura certainement un retour et nous aurons encore, j'espère, la possibilité de te revoir encore à cette antenne-là. Merci beaucoup. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Non, moi je voulais juste rajouter, pas rajouter, mais c'est une supposition, parce que j'aimerais bien qu'on invite M. Ali Kouba pour son dernier ouvrage, parce que c'est tout intéressant, ça répond également à la question de Nidal qui disait quel message passer à la communauté Issa qui nous écoute, parce que également c'est vrai qu'on attribuait pas mal de choses à Ali Kouba, mais en fait le dernier ouvrage est consacré à Mahmoud Harbi. C'est un ouvrage qui relate le parcours de ce monsieur qui est une figure nationale, et ça serait bien de... Moi aujourd'hui, personnellement, je pensais qu'il était interviewé dans un non, aujourd'hui on a reçu le président de Gutatosa. En tout cas, merci beaucoup Ali. Et certainement une prochaine fois. D'accord, merci beaucoup.